Confluent avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Bonjour Catherine. Bonjour Mathieu. Cette semaine, nous rencontrons l'anthropologue Pierre Lepage. Notre invité a travaillé 33 ans à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec. Cette longue expérience de terrain lui a permis de se familiariser avec les divers aspects des relations entre autochtones et allochtones. De 1998 à 2008, en partenariat avec l'Institut Tchakapèche, il a mis sur pied et coordonné un programme de sensibilisation aux réalités autochtones en milieu scolaire québécois, ayant pour thème la rencontre québécois autochtone sous le chapoutoine. C'est dans le cadre de ce programme que Pierre Lepage a réalisé un outil pédagogique désormais incontournable, Mythes et réalités sur les peuples autochtones. Publié pour la première fois sur papier en 2002 et toujours offert gratuitement au grand public, le livre s'accompagne maintenant d'une plateforme numérique lancée en juin dernier. Depuis son départ à la retraite en 2009, Pierre Lepage se consacre principalement à la sensibilisation du public aux réalités des peuples autochtones. Il cherche ainsi, comme il le dit lui-même, à faire primer le bonheur d'apprendre sur la gêne de ne pas savoir. Au microphone de Mathieu Lavigne, l'anthropologue Pierre Lepage revient sur son parcours et sur certains mandats effectués pour la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec. Il signale aussi quelques mythes tenaces sur les premiers peuples et nous confie les principaux enseignements qu'il tire de cette amitié précieuse qui le lie depuis plus de 40 ans aux communautés autochtones du Québec. Pierre Lepage, bonjour. Bonjour. Alors, Pierre Lepage, vous êtes anthropologue de formation et on vous connaît pour vos engagements auprès des premiers peuples et votre travail de sensibilisation aussi, très important, un travail de sensibilisation sur les questions qui touchent les peuples autochtones. Mais pourtant, comme étudiant en anthropologie dans les années 70, ce n'est pas auprès des populations autochtones que vous avez travaillé d'emblée, mais plutôt auprès des populations non autochtones de la moyenne Côte-Nord. Alors, Pierre Lepage, comment émerge votre intérêt pour les premiers peuples et votre relation d'amitié avec ces peuples? Mon doux. Je vous ramène quelques années en arrière. Mais j'irais un peu avant ça. Moi, les Autochtones, ça n'existait pas dans mon environnement. Je viens de Lévis-Lauzon. Et puis, le seul endroit où je voyais des Indiens, comme on les appelait à l'époque, c'était dans la parade de Saint-Jean-Baptiste, parce qu'il y avait des scènes historiques, il y avait Champlain, il y avait etc. Donc, moi, c'était pas dans mon environnement. Mais j'ai eu la chance d'être garde-feu sur la Côte-Nord dans les années 70, 66, 67, 68, sur la rivière Tunustuk, à Manic 5. Je dis souvent que l'année de l'expo, j'étais sur le site du chantier de Manic 5, j'étais le plus haut placé, physiquement. En altitude. En altitude. Et j'avais une vue sur un lac artificiel de 800 000 carrés. C'était les territoires Inuits. Et on ne s'intéressait pas aux Autochtones à l'époque. Et dans une patrouille, avec des patrouilleurs, j'avais vu un campement de chasse qui allait être inondé. On voyait les épinettes qui sortaient de l'eau. J'ai ramené un couteau croche, qui est un outil essentiel pour les chasseurs nomades, et un grattoir pour dégraisser les peaux, que j'ai toujours d'ailleurs en ma possession et que j'ai promis de redonner à la communauté de Pessamit, là. Alors, donc, mais à l'époque, je m'intéressais, c'est plus tard que j'ai su que la moitié des territoires de chasse ont été touchés. Mais comme garde-feu aussi, je suis arrivé à Bécomo et j'arrive, quelqu'un me dit, fais attention à tes choses parce qu'il y a des Indiens ici. Oh, là, je n'avais jamais vu encore, là, pas un. Donc déjà, j'étais sur mes gardes et quand j'ai vu quelqu'un s'approcher, quelqu'un qui ressemblait à une personne des Premières Nations, je rôdais un peu, là. Et pourtant, ça fait 40 ans que je travaille avec les communautés. On ne m'a jamais volé un petit 10 sous. Au contraire, l'image que j'ai,
c'est pas l'image, mais l'expérience, celle de la générosité qui est même très, très gênante, etc. Donc, première image, une espèce de préjugé. Mais à l'époque, c'était la fin des tours de garde-feu, hein, ces tours là, pour observer les feux de forêt. Et il y avait des patrouilles aériennes, des équipes de choc, des équipes entraînées pour rapidement éteindre les feux de forêt. Il y avait des équipes d'Inuits, il y avait des équipes de Blancs, si on veut, là. Je vais dire les Blancs par rapport. Mhm. Et il y avait des concours et toujours les équipes Inuits gagnaient. Et c'est plus tard hein, que j'ai réalisé que Pierre Benjamin, qui était chef de Mingan, que j'ai connu, était dans l'équipe de choc, que Paul-Émile Dominique, qui a été un de nos grands animateurs dans les écoles, avec qui j'ai voyagé pendant 10 ans, était dans l'équipe de choc. Son frère était chef d'équipe. Donc, une image positive aussi. Donc, ils sont bons en forêt. Mhm. Et Robert me disait, ben, on nous demandait parce qu'on était persévérants, on était travaillants et tout ça. Donc, c'est un peu les premières images. Mhm. Mais véritablement, moi, j'ai fait mon terrain en anthropologie dans les communautés blanches de la Moyenne-Côte-Nord. Rivière-Saint-Jean, Magpie, donc Pointe-de-Mingan, qui était voisine de la communauté Innu de Mingan, qu'on appelle Iquanichit maintenant. Mhm. Et Serge Bouchard était là. Donc, on étudiait ensemble, Serge, des copains, et on était des copains. Et avec son interprète, Georges Mistecocho, et j'étais toujours bien reçu, moi. Donc, lui, chez les Indiens, moi, chez les Blancs. Mais j'étais toujours bien reçu. Je demeurais chez un trappeur, un Blanc qui était un trappeur, Edmond Baudin, qui comprenait l'Innu. Et quand on allait à Mingan, j'étais toujours bien reçu. Et Serge m'a expliqué que, comme j'habitais à Rivière-Saint-Jean, les gens me considéraient parce que, dans le passé, souvent, les Inuits sortaient par la grande rivière Saint-Jean. Mhm. Des fois, ils étaient malades, ils ont été reçus dans des communautés blanches, ils ont été soignés. Et ça, c'est un souvenir qui est resté. Donc, on échangeait là-dessus. Et j'étais toujours bien reçu. Je me souviens, le chef Pietachot à l'époque, Philippe, le père Oui. De Jean-Charles. de Jean-Charles, Oui. et tout ça. Puis, avec Georges Mistecocho, justement, je me souviens, on attendait le bateau, le Fort Mingan, les mains dans les poches, et puis tout ça. Puis on jasait, puis on parlait de rupture aussi. On réalisait que malgré ces périodes d'entraide qui ont marqué la Côte-Nord, il y a eu une rupture dans les relations. Et ça m'intéressait, les interrelations. Et quand je suis sorti de l'université, j'ai donné un cours qui s'appelait Race et racisme. Et là, ça m'a donné la piqûre pour tout ce qui est des relations interethniques. Mhm. Et quand je suis arrivé à la commission, c'était les conflits sur les rivières à saumon. Alors, c'est une chose que je connaissais bien parce que j'avais étudié l'histoire économique de la Moyenne-Côte-Nord, l'histoire des rivières à saumon. Il n'y a pas juste les Autochtones qui braconnaient, entre guillemets, là. Mhm. Même les Blancs aussi, Oui. hein, etc. Donc, ils les appelaient les messieurs, d'ailleurs. C'était des clubs de pêche privés, les messieurs de l'extérieur. Les messieurs et tout. fortunés. Fortunés, Mhm. etc. Donc, c'est un dossier que je connaissais. Et j'étais à l'aise, moi, d'aller, quand je suis arrivé pendant les conflits, d'aller voir autant les Blancs que les Autochtones. J'ai fait de la conciliation communautaire. Je me souviens, à Natashquan, j'étais là lors de l'occupation de la rivière, de la pourvoirie. J'ai vu des hélicoptères là, qui descendaient près de la chute pour ramasser les filets que les Autochtones avaient mis. Durant la C'était, guerre du saumon, des ça. images assez, oui, assez. À Mingan, l'escouade anti-émeute, bon sang, Restigouche. Donc, Mhm. alors, c'est un peu comme ça que j'ai, si on veut, mon apprentissage sur les questions autochtones s'est fait. Et je dirais que ça a toujours continué. C'est la question des interrelations, moi, qui m'intéresse. Du rapprochement Mhm. et tout. Et comment émerge cette mission de sensibilisation, cette mission d'éducation que vous vous êtes donnée? Elle prend forme quand? Elle prend forme comment? Ben, d'abord, j'étais agent d'éducation au sein de la commission. Donc, moi, je ne faisais pas d'enquête en matière de discrimination. Ce n'était pas le volet judiciaire, c'était toute la question de promotion des valeurs de la Charte. Promotion du droit à l'égalité, du respect des différences, lutter contre le racisme, la discrimination et les préjugés. J'étais impliqué dans les événements d'Oka. Après Oka, les relations étaient vraiment détériorées. Durant les 5 années qui ont suivi la crise, l'ordre public n'était pas rétabli. On passait de crise en crise. C'était le scandale de la semaine, etc. On est tombé dans une espèce d'excès contraire, là. C'est pas des opprimés, c'est des privilégiés. Puis on sort toutes sortes de scandales, là. Alors, c'était... et sur les ondes de la radio,
Pour reprendre les termes de Conrad Sioui, on mangeait de l'Indien, là, tu sais. La question du jour, le scandale. Pensez-vous que les Indiens en ont trop? Puis c'était absolument incroyable. Et il y avait des propos. Alors moi, je me dis, il faut qu'on fasse quelque chose, là. Et je me suis mis à l'écoute des émissions de Ligne ouverte. Alors, j'écrivais ce que j'entendais. Des exploiteurs du système qui ne payent ni taxes ni impôts. Des gens qui se font vivre par le fédéral au détriment du bon payeur de taxes. C'est pas des opprimés, c'est des privilégiés. Ils vont-tu arrêter de nous culpabiliser avec le vieux document poussiéreux? Puis bon, puis ils ont été des sauvages, on leur a tout apporté. Puis, bon sang, là... Là, vous notiez ce que vous Je notais. entendiez. Dans le Et j'ai fond. même Vous preniez le demandé... pouls, là, de c'est important. de la société, aussi du de discours voir social. Là. Du discours qui devenait dominant. Oui. C'était omniprésent dans la... Je pense, regarder sur YouTube un extrait des Bleus Poudres à Radio-Canada Oui, qui je me s'appelle rappelle de ça. Super Mohawk, qui s'est ramassé de tous les clichés. Souvent, je l'utilise là, comme un outil pédagogique là, pour cette période-là. Alors, vraiment, et j'ai même demandé à des collègues de la commission, dites-moi ce que vous entendez, comme vous les entendez. Alors, je m'étais dit, si on n'arrive pas à donner aux gens des points de repère sur ces questions-là précises, on passe à côté. Oui. La beauté des cultures autochtones, ça ne passe pas. C'est toujours les mêmes questions. Les privilèges, les taxes, les cigarettes, les ci, les ça. Puis les revendications, vont-ils arrêter? Vont-ils dépasser le territoire du Québec? Puis... Alors, la trame de fond de Mythes et réalités, c'est ça. Chacun des chapitres des premières éditions reprend ces croyances populaires, justement, et donne aux gens des points de repère qu'on n'a pas reçus. Parce que nous, comme Bécomo, on n'a rien appris. Mhm. Alors, moi, c'était les anciens manuels. On parlait de gens, un manuel qui était en vigueur pendant 30 ans au secondaire, on parlait de gens sans force morale, sans caractère, portés vers la débauche. Quand j'ai lu ça, un extrait à Picogan, dans la communauté, il y a quelqu'un qui s'est levé le bout, il a dit, lui, il est de même, et là, toute la communauté est partie à rire. Ouais, ça, c'est l'humour C'était caractéristique. tellement gros, là, tu sais. Oui. Ah, vous l'avez dit, oui, lui, il est parti, porté vers la débauche. Mais qui était-il? On ne le savait pas. C'est Le ça. génie de leur langue, leur mode d'occupation, le territoire. Là, ça a été un peu ça. Et c'est pour ça qu'il a pogné, je dirais, le livre. On a publié au-delà de 100 000 copies des premières éditions. Évidemment, il est gratuit, ça facilite aussi sa diffusion. Et parce qu'il rejoint les gens dans ce qu'ils entendent. Puis je pense, moi, j'ai toujours pensé que les Québécois n'étaient pas toujours fiers de ce qu'ils entendaient. Et ils ne demandent pas mieux qu'avoir une alternative, avoir ces points de repère. D'où ça vient que les gens ont des droits différents? Est-ce que c'est contraire aux droits à l'égalité? Est-ce qu'on ne devrait pas tous avoir les mêmes droits au Québec? Puis, les revendications, y a-t-il moyen de dédramatiser ça, de voir ça autrement? Comme un partage, qu'on peut être gagnant, nous, là-dedans? Alors, c'est un peu ça, l'esprit. C'est ce qui vous a amené à, Oui. à vous doter de cette mission de sensibilisation et d'éducation que Exactement. vous remplissez toujours très bien, d'ailleurs. Confluent avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Pierre Lepage, dont vous avez évoqué tout à l'heure, ce travail à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, pendant plus de 30 ans, vous y étiez. Vous avez eu plusieurs mandats marquants, dont une mission d'observation sur le territoire de la communauté Mi'kmaq de Restigouche, qu'on appelle aujourd'hui l'Estugouche. Et ça se passe durant ce qui a été appelé la guerre du saumon. Vous arrivez donc à l'Estugouche le 11 juin 1981, quelques heures après une opération policière brutale. Qu'est-ce que vous observez à votre arrivée à l'Estugouche? Une communauté en commotion, véritablement. Une intervention massive, suspension des pouvoirs du conseil de bande. Tout le monde était coupable par association, là. 500 policiers et agents de conservation de la faune, là. Il y avait des agents du fédéral aussi à travers ça, qui envahissent un envahissement général. Alors ça, une blessure profonde à la communauté. Et je me souviens que le lendemain matin, on nous a mis sur une tribune. J'étais avec des organismes de droits de la personne, des gens de la Ligue des droits et d'autres. Et les gens sont venus témoigner. Les gens pleuraient. Les femmes, majoritairement avec des enfants. Et je me souviens qu'il y a des jeunes qui ont été pris sur le pont durant l'opération policière sur le pont entre Campbellton et entre le Nouveau-Brunswick et le Québec, là. Et là, ils voyaient ça, les hélicoptères. Là, puis ils sont arrivés à la maison plus tard, puis ils voyaient leurs parents pleurer,
le mononcle, le ma tante qu'ils aiment. Une blessure à l'identité. Et ça, j'ai appris ça. Et ça, c'est pas pour rien, moi, qu'à Oka, quelques jours avant l'opération policière, j'étais derrière les barricades. On voulait empêcher une opération policière. On a failli y arriver, d'ailleurs. Malheureusement, l'histoire en a fait autrement. Et durant une année qui a précédé la crise d'Oka, on suivait les relations police-communauté autochtone qui se détérioraient. Moi, j'avais vu, moi, à Restigouche, ce que ça fait. Alors, la police, c'est pas un protecteur de tes droits, là. Ça devient celui qui t'envahit, celui qui est l'outil du pouvoir des Blancs, si on veut, celui de la répression. Donc, c'est ça, oui. Et regardez quelles sont les communautés lorsqu'il y a eu la crise des chemins de fer. Quelles sont les communautés là, qui ont réagi? Celle du Restigouche et celle des Mohawks, des Kanawagés. Deux communautés qui ont subi une espèce d'envahissement ou d'état de siège et qui ont appuyé, évidemment, les Autochtones de l'Ouest canadien. Les Wet'suwet'en. Oui, les Wet'suwet'en. Alors, c'est précisément ces deux communautés-là qui ont été... étant donné leur propre histoire. Leur propre histoire, exactement. Oui. Alors, c'est pour ça qu'il faut éviter ça. On ne peut pas... tu sais, je sais pas, moi, il y a un événement au coin de Mont-Royal et une autre rue. Bon, on peut même affamer les prétendus criminels. On va mettre une barrière de sécurité. On va encercler. Mais on le fait à l'égard d'une communauté, au cas. Et il y a eu un blocus alimentaire pour toute la communauté. Alors, c'est ce genre de choses-là qu'il faut éviter, qui créent des blessures très, très profondes, à mon avis, et puis dont on a encore les séquelles maintenant. Là, Parce qu'à Listugouge, quand vous y allez en 1981, donc c'est la guerre du saumon, le contexte est assez singulier parce que on est en train de déclober le territoire. Le gouvernement Lévesque de René Lévesque essaie de redonner en quelque sorte au peuple québécois accès à ces rivières, même au fleuve. C'était légitime, ce qui était tout à fait légitime. Et c'est assez paradoxal. Donc, cette intervention-là à Listugouge de la part d'un gouvernement qui cherchait à redonner accès au territoire, au peuple québécois, mais qui, en quelque sorte, n'a peut-être pas été nécessairement cohérent dans ses principes, dans son intervention à Listugouge. Oui. René Lévesque n'était pas très fier. Je l'ai su par Louis-Edmond Hamelin, qui m'a confié que René Lévesque est allé le rencontrer à Trois-Rivières. Il a fait le voyage spécialement pour lui demander de trouver une solution pour Restigouche. Et c'est là qu'ils avaient formé un comité tripartite où il y avait un aîné de la communauté de Listigouche, un aîné très respecté. Il y avait Louis-Edmond Hamelin, qui est un géographe aussi très respecté, et un biologiste spécialiste du saumon, dont j'oublie le nom, là, mais qui pouvait faire de l'observation sur les pêches pour tenter de sortir de la crise, parce qu'il y avait une méfiance autant du gouvernement sur la pêche des Autochtones qu'autant du côté autochtone. Oui. Alors, eux autres pouvaient débarquer à une heure qui n'était pas connue, puis voir exactement qu'est-ce qui se passait sur la rivière. Et ça a permis de sortir de la crise. Il y a eu des ententes après ça. Aujourd'hui, à Listigouche, il y a un comité scientifique là-bas. Là. Ils font des prélèvements, ils ont un règlement sur les pêches à Listigouche. La communauté s'est dotée de toute une organisation pour la préservation du saumon. Et ils ont gagné des prix, comme les gens de Mingan ont gagné le prix de la Fédération du saumon de l'Atlantique. Parce qu'ils prennent soin de la rivière, prennent soin de la ressource. Rivière, ils l'ont restaurée, elle était en mauvais état. Elle n'appartenait même pas au gouvernement du Québec ni aux Québécois, elle appartenait à des Américains en pleine propriété privée. C'était des vieux droits seigneuriaux qui n'avaient pas été éteints. Or, le fédéral l'a acheté, l'a annexé à la réserve, ce qui donnait un pouvoir réglementaire à la communauté de réglementer la faune sur la réserve. Et quelques années plus tard, ils reçoivent des pêcheurs québécois alors qu'on n'avait même pas accès à ça. Ils ont un outil de développement économique. Oui. Ils nous ont les Québécois rien ont plus accès à la rivière que jamais. Ben oui. Ben Alors, il n'y a pas de différence entre une communauté, mais être autochtone durant la crise, avant, sur toutes les rivières à saumon de la Côte-Nord et de la Gaspésie, sauf à Pessamit, les Autochtones étaient hors la loi. Pêcher, c'était se cacher la nuit. Alors, c'était un peu ça, la guerre du saumon, l'affirmation des droits.
Puis bien sûr, dans le contexte où il y avait une volonté des Québécois, il y avait l'opération Gestion Faune, d'accès aussi aux Rivières-à-Saumon, l'abolition des clubs. Mais les Autochtones n'étaient pas la bienvenue. Les associations sportives, je me souviens d'être allé à des réunions, on disait qu'ils prennent une carte de membre comme tout le monde, puis qu'ils pêchent comme tout le monde. Tu sais, c'était ça. Ils ont changé d'attitude. Là. Maintenant, les Autochtones aussi ont montré qu'ils étaient capables d'une gestion, puis qu'il fallait que tous les utilisateurs puissent travailler ensemble si on veut sauver le saumon de l'Atlantique. Oui. C'est pas en transformant les rivières en champ de bataille qu'on va le faire. Là. Ça reste fragile, tout ça, parce qu'encore, il n'y a pas si longtemps, il y a eu des tensions au sujet de la pêche au homard entre des pêcheurs Mi'kmaq puis des pêcheurs non autochtones, je pense en 2020. C'est comme si on n'arrive pas à trouver une solution durable, ou en tout cas, on a peut-être un peu de mal à tirer les enseignements des crises passées. Là. Oui. Puis souvent, on annonce, le homard va disparaître. Donc, comme on a annoncé, ils vont vider les rivières. Puis ils n'ont pas vidé les rivières et tout. Et le dialogue n'est pas toujours facile, évidemment, mais oui, il faut... c'est sûr que pour les Autochtones, de s'insérer dans la pêche commerciale, alors qu'ils n'étaient pas présents, ils avaient été complètement évacués de là. Oui, pour reprendre sa place, ça dérange. Ça dérange l'ordre établi. On l'a vu... les femmes qui veulent prendre leur place, toutes les personnes qui revendiquent des droits, à un moment donné, ça dérange. À court terme, ça. Mais tranquillement, c'est le dialogue qui permet à un moment donné de trouver les solutions. La rencontre. Ça prend du temps. Mais effectivement, on n'apprend pas beaucoup. C'est ça. Les erreurs du passé, vous avez raison. Oui. Et Pierre Lepage, dans le cadre de vos fonctions à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, vous avez rédigé, vous l'évoquiez un peu plus tôt, un ouvrage qui a fait date. Un ouvrage qui est toujours utilisé dans plusieurs cégeps, universités du Québec, et utilisé par plusieurs organismes aussi. Je parle ici du livre « Mythes et réalités sur les peuples autochtones », un livre dont la première édition a été publiée en novembre 2002. Donc, vous évoquiez tantôt la genèse de ce livre-là, qui est né un peu dans les suites de la crise d'Oka. Pouvez-vous nous préciser un peu la genèse, puis peut-être l'impact aussi de ce livre-là qui a maintenant plus de 20 ans? D'abord, un succès un peu inespéré, mais c'était pas... mais je savais, oui, parce que même chez les Autochtones, il y a des choses que j'abordais que les gens n'avaient jamais entendues. Il ne faut pas oublier que les Autochtones qui allaient les pensionnats apprenaient la même chose que moi. Un jour, Oscar Kistabiche, en Abitibi-Témiscamingue, à Val-d'Or, il m'appelle, il dit « Viens nous parler de ton affaire, parce qu'il dit, moi, au pensionnat, j'ai appris les mêmes choses que toi, j'ai rien appris. » Et puis, il a appris à se mépriser, puis à ne pas être très fier de leurs origines. Du dénigrement, effectivement, dans les manuels. Alors, effectivement, moi, j'ai donné des conférences autant en milieu autochtone que non autochtone. C'est quoi la loi sur les Indiens? D'où ça vient, ça? De quel droit les gens sont privés? Les gens ne savaient pas. Puis comment en sortir aussi, etc. Les gens vivaient sous ce régime-là, tout en ayant plus ou moins conscience des droits dont ils étaient privés et de toute l'histoire qu'il y avait ça. Parce que l'objectif de la loi sur les Indiens, c'était la demande d'émancipation. Être émancipé, t'es plus un Indien ou un Autochtone. Là. Tu dois t'en aller, c'est terminé, c'est l'assimilation complète. Là. Il n'y avait pas d'alternative. Ou tu es un Indien, tu es un mineur, où tu demandes l'émancipation, et là, tu deviens un Canadien, un Québécois. Donc, pour avoir tous les attributs de la nationalité canadienne, un Autochtone devait renoncer à sa propre identité nationale jusqu'en 1985. Alors, c'est un peu tout ça. Il y a des éléments dont je parle. On a l'impression que les Autochtones n'ont pas d'histoire politique. Nous autres, on a Jean Lesage, René Lévesque, puis Pierre-Éliott Trudeau. Moi, personnellement, je l'aimais pas, Trudeau. Là, je l'haïssais. Bon, mais je savais qui était. Il faisait partie de mon histoire politique, là, etc. Mais tu demandes aux Autochtones, avez-vous pourtant, ils ont une riche histoire politique, mais dans le cas de la tutelle, prétendre être une nation et avoir des droits en tant que nation, c'était irrecevable. C'était l'assimilation qui était l'objectif jusqu'en les années 70-80. Là. Donc, la disparition des Autochtones par voie d'assimilation. Alors, tous les mouvements politiques ont été combattus par le gouvernement fédéral, à partir de ceux qui ont dû aller à Genève en 1923, à la Société des Nations pour tenter un recours
auprès du tribunal international L'ancêtre de de la haie. l'ONU, là. Oui, Oui. oui, l'ancêtre de l'ONU. Et le gouvernement de la nation indienne de l'Amérique du Nord qui est mis sur pied en 1944-45, ben, ils vont aller en prison, tu sais. Gouvernement, ils vont émettre des cartes d'Indiens. Mhm. Ils vont aller en prison, hein, et accusés de conspiration séditieuse. Jules Sioux, Michel Vachon, le chef de Maniwaki, pour conspiration séditieuse. Alors, c'était jugé irrecevable. Et c'est ça, je pense que dans Mythe et réalité, j'ai des éléments comme ça qui ont permis aux gens de s'ouvrir un peu. Oui. Et si vous allez sur le site de l'Assemblée des Premières Nations, j'ai fait certains textes sur l'histoire politique Ah oui. pour montrer qu'ils ont une riche histoire politique. Ben, tu demandes à un jeune autochtone, as-tu une histoire politique, toi? Bon, il va te dire le nom du chef, peut-être l'ancien chef, peut-être Ghislain Picard. Bon, Mhm. ça va pas trop plus loin, là, mais Ah oui. pourtant... Puis nous autres, bon, on est fiers là, à travers ça. On Mhm. est patriotes, on a les si, on a la Révolution tranquille, on a les grands repères, là. référendums, on Ben oui. a, tu sais, puis bon, on a des blessures, mais on a aussi des gains, Mhm. etc. Alors, tout ça reste à faire chez les Autochtones. Mhm. Le livre que j'ai fait, c'est pas l'histoire des Autochtones tout à fait, c'est l'histoire de nos interrelations. Oui. L'histoire des Autochtones, elle demeure à construire, comme Mhm. l'histoire politique aussi. Mhm. Alors ça, c'est un beau chantier Ah pour oui. les gens des Premières Nations, les Inuits. Puis un chantier qui a abouti il n'y a pas très longtemps. En juin 2024, il y a une plateforme web qui a été lancée. Hein, et l'ouvrage Mythes et réalité sur les peuples autochtones s'accompagne maintenant d'une belle plateforme virtuelle. D'ailleurs, plateforme qu'on peut retrouver sur le site mythes-et-réalité.ca. Qu'est-ce que cette plateforme vient ajouter, dans le fond? Peut-être, est-ce qu'elle permet d'élargir la portée du livre imprimé, en quelque sorte? Oui, absolument. Mais dans le livre imprimé, il y a 10 chapitres, alors que sur la plateforme, ben, vous allez sur une page, puis là, vous voyez en 5 thèmes tout ce qu'il y a dans le livre. Alors, il a fallu travailler pour que ça soit clair. Là. Ah oui, Et la on fait pédagogie, pas là. la pédagogie. Alors, moi, j'ai trouvé ça difficile. J'étais un gars d'écriture. Là, on travaillait en équipe. Les gens décortiquaient le texte, des post-it. J'ai dit, Colin, c'est des passages en Oui, c'est ça. règle. Mais j'ai fait confiance. Et puis, mon Dieu, le résultat est intéressant. Ouais. Puis, on a travaillé. J'ai fait des petits compléments, une ligne du temps qui est vraiment intéressante. Des portraits aussi. Mhm. Courts, hein, évidemment. Là, on n'est pas dans un livre. Là, on ne met pas 4 pages pour... Mhm. Alors, il faut travailler le côté, je dirais, La synthèse. Ouais. synthétique. Là. J'avais déjà travaillé avec Tourisme autochtone à l'époque à faire des capsules. Mon Dieu, que c'est dur à faire. dur, C'est la loi oui. sur les Indiens. En 1 minute. Un quart de page, puis il faut Oui. qu'ils traduisent en anglais Oui, l'autre oui. quart de page. Je me suis habitué un peu, mais ça se fait. Puis là, je suis content du résultat. Surtout que le design est très, très C'est beau. magnifique. On Oui, invite d'ailleurs les enseignantes, c'est- les enseignants à l'utiliser, hein, cette plateforme-là, Oui, en absolument. classe. C'est fait pour ça, là. Alors, ça permet d'aller plus loin, oui. Donc, l'avoir sur ton téléphone cellulaire, sur Mhm. des plateformes en classe, effectivement. Le PDF, hein, c'est un peu plate, un C'est peu le statique, là. défilé, c'est Mhm. statique. Mais c'est gratuit, le PDF. Là. Oui, tout à fait. On a peut-être encore des copies papier, qui c'est Mhm. gratuit à l'Institut Tchèque à Pêche. Mais là, c'est presque épuisé. Puis il n'y en a peut-être plus actuellement. Mhm. On mise beaucoup là, Sur le sur virtuel. le virtuel. Oui, oui. Ah oui. Il a fallu que je me mette Oui, c'est ça. Vous acceptiez, là. au goût du jour, C'est mais ça. vraiment Mais c'est un une beau belle succès. équipe qu'on a eue. Ouais. oui. Donc, mythes-et-réalité.ca, hein, je le répète, le site web Ouais. pour accéder à la plateforme virtuelle. Alors, parlant de mythes concernant les premiers peuples, Pierre Lepage, là, je vous demande un exercice de synthèse. Quel est le mythe, un seul mythe, qui, selon vous, a la couenne la plus dure, là? Quel mythe concernant les peuples autochtones semble résister à l'épreuve du temps? Les privilégiés. Oui, hein, ça revient Oui, souvent ça encore. reste encore, mais ça s'atténue beaucoup de ce côté-là. Mais ça reste quand même un mythe important. Il y en a d'autres en matière de chasse et pêche. Là, c'est dans le milieu de la chasse et de la pêche. Il y a beaucoup. Les Autochtones, ils ont tout, ils ont le droit à tout. Puis ils pêchent, ils chassent quand ils veulent. Ils n'ont aucune règle, etc. Et là, on en met là, plein. Alors,
Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre après ça? L'impression que dès que tu es un Autochtone, tu reçois un chèque à tous les mois. Là. Ben, ça, c'est pas vrai, ça. Tu es sur l'aide sociale, tu reçois un chèque d'aide sociale, tu es sur l'assurance chômage, ou tu reçois un chèque d'un employeur, ou tu n'as pas de chèque, tu n'as rien. Là. Ou des fois, il peut y avoir des compensations qui sont liées à des ententes, etc. Des ententes sur le coût de la vie, mais tout ça, là, mais le fait d'être autochtone, ça donne pas de droit à un chèque, là. Alors, tout ça, c'est des choses qui perdurent encore, ça. Les crieurs, ils sont riches, eux autres, etc. Ben, ils ont des difficultés aussi, là, c'est loin. Oui, au niveau du développement économique, développement d'entreprise, oui, il y a des progrès, mais à d'autres niveaux, là, il y a beaucoup de difficultés au niveau de la formation, de l'éducation, au niveau du logement aussi, etc. Et on a l'impression que l'argent va dans les poches des individus, mais non, ça va pour le développement communautaire, ça va... Alors, il y a beaucoup de mythes à ce sujet-là. Là. Puis en matière de chasse et pêche, dans le fond, qu'est-ce qu'on doit savoir? Si ce préjugé-là ou ce mythe-là persiste, c'est qu'on comprend peut-être mal des ententes qui sont survenues entre Autochtones et Allochtones pour la chasse et la pêche? Ou c'est des droits? Oui, ben, d'abord, il faut accepter que les Autochtones ont des droits. À l'époque, hein, on voulait les considérer l'égalité. Hein, les chroniqueurs de chasse et pêche étaient de grands promoteurs du droit à l'égalité. Ils disaient tous les Québécois, quelle que soit leur race, leur origine ethnique ou nationale, doivent avoir accès aux ressources du territoire des Québécois. Tous les Québécois. Alors, des droits distincts pour eux autres, c'était de la discrimination. Alors, discrimination à tour de bras. Tous les chroniqueurs de chasse et pêche, les associations sportives revendiquaient au nom du droit à l'égalité. Ben, c'était le livre blanc de 1969 aussi. Jean Chrétien. Oui. Il n'y a plus d'Autochtones et de non, on est tous des Canadiens, puis etc. Ben, tu ne peux pas invoquer un droit individuel à l'égalité pour prôner l'assimilation. Les gens ont des droits en tant que collectivité. Accepter qu'ils sont des peuples, ils ne sont pas des minorités ethniques, mais des peuples qui ont des droits en tant que peuple. Alors, dans la Constitution canadienne, on parle de droits et libertés des peuples autochtones, de droits et libertés ancestraux issus de traités, de peuples autochtones du Canada. On ne parle pas de la minorité, on ne parle pas des... On ne dit pas que c'est des citoyens, au contraire. Alors, ça, c'est difficile à accepter pour des gens. Mais il ne faut pas penser que ça donne tous les privilèges, le fait d'avoir des droits spécifiques, là, et qu'il n'y a aucune règle. Non, au contraire, les communautés, on le voit de plus en plus, se donnent des règles. Oui. Ils ont des... À Restigouche, ben, il y a des gardes-pêche Micmac, il y en a sur la rivière Moisy aussi, il y en a, etc. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'il faut travailler ensemble, hein, entre les différents utilisateurs. Mais tout ça, c'est difficile parce que les gens, en tout cas... Au niveau juridique, des fois, il y a des notions qu'on comprend mal, qui sont pas nécessairement simples. On ne s'est peut-être pas fait toujours expliquer. Non, c'est ça. Justement, c'est ça. Les choses aussi bien que dans le livre Mythes et réalité, justement. Là, je ne donne pas toutes les réponses, évidemment, mais c'est des points de repère. Exactement. C'est une belle porte d'entrée, là, ça, c'est certain. Et Pierre Lepage, bon, c'est un fait. Oui, c'est un fait. Le racisme existe. Le racisme reste une réalité. Vous soutenez toutefois que le racisme envers les Autochtones a un caractère distinct. En quoi la discrimination envers les premiers peuples a quelque chose de spécifique? Mais d'abord, ils ne sont pas des minorités au sens de l'article 43 de la Charte québécoise. On dit toute personne appartenant à des minorités ethniques ont le droit de maintenir leur propre vie culturelle. Bon, mais ça touche les minorités ethno-raciales, si on veut. Ça ne touche pas les peuples autochtones. D'ailleurs, dans la Charte québécoise, il n'y a rien dans la Charte québécoise. Il y a quelque chose dans la Charte canadienne. Mais là, on va vivre le 50e anniversaire de la Charte. Il faut amender la Charte québécoise pour inclure la réalité des peuples autochtones. On est en retard, c'est honteux, là. On ne mentionne même pas. Elle est pas... Alors, comment tu veux bien interpréter le droit à l'égalité si on ne mentionne pas que les Autochtones constituent des peuples distincts qui ont des droits en tant que peuple? Ça peut être une référence à la Déclaration des Nations unies, par exemple, de la Charte québécoise. Ça peut être une référence à la Charte canadienne, où on parle de droits ancestraux issus de traités, où il y a des droits collectifs qui sont mentionnés.
Puis, dans le cas des minorités ethniques ou ethno-raciales, si on veut, ce qu'on souhaite, c'est leur intégration dans la société québécoise. Alors, on veut que les gens prennent la place qui leur est due dans la société québécoise. Ça peut être la même chose pour les Autochtones, mais attention, il y a un objectif de survie chez les Autochtones. En tant que peuple, ils veulent survivre. Alors, il ne s'agit pas de les assimiler, de les rentrer dans la fonction publique, d'en faire de bons citoyens comme tout le monde. Là, l'intégration, ça peut vouloir dire ça. Oui, par rapport à des communautés qui sont près du milieu urbain, par exemple, oui, il faut intégrer le plus possible, permettre aux Autochtones d'avoir accès, comme tous les autres, à des emplois. Mais les Autochtones aussi, c'est de leur permettre d'avoir leurs propres institutions. Je vais vous donner un exemple très précis. Dans le domaine de l'enseignement, à la Commission des droits, il y a des programmes d'accès à l'égalité. Alors, les institutions, dont les commissions scolaires, doivent donner des objectifs d'intégrer des personnes, des femmes, des personnes handicapées, des personnes des minorités, etc. Il y a des objectifs. Alors, pour les Autochtones, si on dit aux commissions scolaires, par exemple, à Sept-Îles, vous devez intégrer les Autochtones, bien, il ne faut pas qu'ils aillent piger dans les écoles autochtones. Il y a un objectif d'autonomie en milieu autochtone. C'est avoir les écoles où les gens parlent leur langue. Même chose aussi, je donnerai un autre exemple. Prenez Hydro-Québec qui voudrait embaucher des Autochtones. Bon, les gens, oui, peuvent intégrer, être embauchés comme d'autres travailleurs, mais une autre façon de faire, c'est de contracter avec Hydro-Québec, d'avoir des entreprises autochtones où les gens peuvent parler leur langue, la langue de travail. C'est quoi, nous autres, au Québec? Ben, c'est ça exactement. La langue de travail. Donc, il y a un objectif de survie, d'autonomie. C'est pas une intégration là, à tour de bras. Non, Là, un rapport de peuple à peuple, de nation à nation. C'est ça. Alors là, c'est en ce sens-là. Et à l'égard des Autochtones, il y a toute la dimension collective de la discrimination aussi. Tu sais, la loi sur les Indiens met à part, là, c'est une loi où ils sont des mineurs à vertu de la loi. Là, ben, c'est pas un statut d'égalité, ça, là, puis ça touche des collectivités. Et le problème, c'est que souvent, on se dit, depuis qu'on a nos chartes, il y a des recours. Puis, mais c'est des recours individuels sur des personnes victimes. Oui. Mais c'est pas vrai que le racisme et la discrimination est totalement interdite au Québec. La preuve, il y a des discriminations qui touchent des collectivités entières, les situations de discrimination et de racisme. Alors, le racisme, c'est pas juste dans les rapports individuels. Hein. C'est la façon dont on se comporte à l'égard de collectivités aussi. Oui. Alors, c'est dans ce sens-là que j'avais écrit justement un essai là-dessus, sur ce caractère distinct des Autochtones. Oui. Et Pierre Lepage, vous observez, vous jouez un rôle important dans les relations entre Autochtones et non-Autochtones depuis plusieurs années. Plusieurs Autochtones soulignent qu'évidemment, il reste beaucoup à faire, mais que tout de même, ces relations s'améliorent, qu'il y a des avancées. Est-ce que c'est ce que vous observez aussi sur le terrain? Absolument, absolument. Il y a des avancées très importantes. Je disais que tous les Québécois ne sont pas très fiers de ce qu'ils entendaient, puis tranquillement, on entend, les Autochtones sont présents. Ils reprennent leur place là, maintenant. Ils sont présents dans les médias, ils sont présents partout, dans la musique maintenant. Vraiment, ça va bien. Il y a une explosion. Je compare dans les derniers chapitres, des nouveaux chapitres de la 3e édition, parce que j'ai ajouté plusieurs chapitres. Je compare la Révolution tranquille des Québécois. Il y a un bouillonnement au plan artistique, au plan culturel. On l'a vécu. Moi, j'étais un enfant de la Révolution tranquille, puis mon Dieu, la fierté, une volonté d'être reconnu au plan international. Alors, les Autochtones vivent ça, on devrait comprendre ça. Nous autres, les Québécois, ça nous touche aussi. La fierté identitaire. Avant, les gens n'étaient pas fiers d'être des Autochtones. Ils se cachaient. Là, mais maintenant, depuis les 15 dernières années, on voit une grande fierté identitaire. Le mouvement Idle No More, qui est un mouvement il y a plusieurs années, qui a aidé beaucoup la jeunesse aussi dans ce sens-là. Alors, il y a tous les éléments essentiels, puis le fait que les gens reprennent leur place, bien maintenant, ils sont présents. Tu sais, c'est plus des Blancs qui parlent en leur nom. Tu sais, les Pierre Lepage, là, puis les Sœurs Mouchard, ben oui, on a été là une période où il y avait une espèce de vide, là. On était un peu peut-être des alliés, des intermédiaires, mais tu sais, les gens maintenant sont capables de témoigner des pensionnats, ils sont capables. Moi, je ne suis pas allé dans un pensionnat, moi. Alors, je ne peux pas témoigner de ça, mais c'est à un autre niveau que j'essaie d'apporter des choses. Là. Ben oui. Mais ça, oui, ça s'améliore.
Puis en matière de sensibilisation hein, et d'éducation, évidemment, tout passe par l'école. En tout cas, beaucoup passe par le système scolaire. Puis vous avez longuement collaboré avec un programme qui s'appelle Sous le chapoutoine, programme que vous avez longtemps coordonné. Pouvez-vous nous en parler de ce programme-là? Je pense que vous affectionnez particulièrement. Oui, bien, à partir de 1998, après les événements d'Oka, c'était en 90, puis les 5 années qui ont suivi, les relations étaient détériorées. Alors, on cherchait un moyen. On s'est dit, tiens, on va développer un programme en milieu scolaire. Alors, Luc André, qui était directeur de l'Institut Tchèque-à-Pêche, mais qui s'appelait à l'époque l'Institut culturel et éducatif Montagnet, a été commissaire à la Commission des droits de la personne et j'y avais demandé, es-tu prêt à mettre sur pied une équipe de tournée qui va partir de cette île au moins une fois par mois, venir dans une école québécoise, faire une semaine d'activité. Et on montait un chapoutoine, qui est un campement de rassemblement. On peut accueillir 70 élèves pendant 4 jours, 5 jours. On pouvait accueillir près de 1500 élèves par sortie. Et moi, j'ai visité 85 écoles secondaires. On a fait une centaine d'événements pendant 10 ans. J'ai accompagné l'équipe. Et il y avait du sapin à l'intérieur. Chapoutoine, donc c'est un peu comme un tipi, mais de forme Grande ovale, tente, hein? oui. Oui. Et c'est magique. Alors, au lieu d'envoyer nos animateurs en classe, ce qu'on a essayé au début, on a testé des formules. On les sortait de la classe, on les amenait en forêt, dans la cour de l'école, dans le chapoutoine. Ils mettaient un pied en milieu amérindien. Et là, tout le sol est rempli de sapins. Ça sent bon. Ça sent Noël. C'est magique. Et on avait des aînés assez extraordinaires. Donc, c'est une formule extraordinaire. Il y avait des jeux, des spectacles, campements de nuit. On mettait le paquet pour que les Autochtones, les jeunes se sentent bien avec des Autochtones. C'est ça. Oui, oui. Et vraiment, ça a fonctionné là, avec ça. On a accueilli au-delà de 100 000 jeunes durant les 10 années. Oui. Incroyable. Et il y a un élément quand on parle de sensibilisation, d'éducation. Il y a une phrase que vous dites que je trouve magnifique. Là, vous parlez du besoin de dépasser cette espèce de sentiment de culpabilité qu'on peut avoir là, du côté non autochtone face à l'histoire, à notre histoire. Mais vous parlez surtout du bonheur d'apprendre qui doit surpasser la gêne de ne pas savoir. Oui. Est-ce que je vous cite bien? Oui, bien, c'est bien écrit sur la plateforme web. Là. Oui. Oui, ça, c'est intéressant, vraiment. Effectivement, on n'est pas... on savait rien. Bon, qu'est-ce que vous voulez, là. Mais on n'a pas à se sentir coupable. On ne savait même pas. On n'est pas responsable de la loi sur les Indiens. Alors, on est responsable de la faire mieux connaître et puis d'éviter... arrêter de vouloir faire des Autochtones des citoyens comme tout le monde, de les assimiler, puis tout ça. Là. Mais c'est ça. Puis moi, j'ai rencontré environ 2500 enseignants de secondaire dans des ateliers préparatoires là, qui s'appelaient Mythes et réalité. Là. Je leur donnais justement ces points de repère, puis je leur disais, arrêtez de... On n'est plus à la période où l'agent des affaires indiennes était roi et maître dans les réserves. Là, maintenant, on s'en va vers l'autonomie, l'autodétermination. Les gens gèrent maintenant la santé des services sociaux. Ça a été un long cheminement. Mais maintenant, des organisations à maturité et puis tout. Alors, non, juste d'apprendre. Puis il y a des choses passionnantes. On vous dit l'histoire politique des Autochtones, c'est tout à fait passionnant. Oui. Mais en même temps, on ne le savait pas aussi. Et puis, autant du côté autochtone, comme je vous disais, il y a du travail d'éducation à faire, d'information aussi. Autant. Puis les gens pensent que parce qu'il était un autochtone, c'est tout. Non, au contraire. Mais il y a des grands progrès de ce côté-là. Ouais. Et en terminant, Pierre Lepage, qu'est-ce que cette amitié de plusieurs décennies avec les premiers peuples vous a appris? Ou, si je formule autrement, quel est le principal enseignement que vous en avez retiré de cette longue amitié qui continue, qui perdure? Ah, mon Dieu, l'enseignement. La patience, il faut être patient. C'est pas évident, pas se décourager. Je dirais c'est l'enseignement. On est parti de loin. Là. Je me souviens à l'époque, moi, quand je suis rentré à la commission en 1976, le Québec reconnaissait à peu près aucun droit aux Autochtones. Là. Peut-être en dehors du Québec de 1763. Là, on parlait des droits d'usufruit, puis c'était donc compliqué, puis tout ça. Puis, mon Dieu, il y a eu des progrès. Hein. Il y a eu des gains devant les tribunaux. On parle
Les Autochtones étaient les grands oubliés du droit international. Maintenant, il y a la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Là. Ça, c'est une avancée très, très importante. Alors, mais tout ça, ça a été 30 années de lutte du côté autochtone. Mais c'est sûr que, mais en même temps, on part de loin, nous aussi, les Québécois, là-dedans. Là. Les Autochtones sont partis de loin. Nous aussi, on part de loin. On a du rattrapage à faire. Mais tranquillement, on y arrive. Je pense qu'on est des belles années. Justement, on découvre des talents, pas juste des drames, mais des gens qui sont beaux à voir. Je pense un qu'on voit à une émission de télé, là, M. Watso. Oui, Xavier Watso. Xavier, ben oui. Je l'ai vu d'ailleurs au Power de Danak. Il est formidable. Il est un grand rieur. Je me souviens, à l'époque, il y avait une émission avec Patrice Lécuyer. Puis il y avait Richard Kistabiche qui y allait. Puis il était drôle et tout ça. On n'était pas dans le drame, là. Et les gens étaient capables, justement, de surmonter ça. C'est des gens qui avaient cheminé là, au niveau de leur estime de soi et tout ça. Mais je pense qu'on est rendu là maintenant. Puis il peut y avoir de très beaux échanges. Mais c'est ça, tranquillement. Malgré les conflits, souvent à court terme, on ne voit pas d'issue, mais il faut maintenir le dialogue. Il faut s'inscrire dans le temps long. Oui, effectivement. Ah oui. Pierre Lepage, un énorme merci vraiment pour votre présence en studio aujourd'hui. Ça a été une joie, vraiment. Un grand merci. Ben, c'est moi qui vous remercie. Puis les Inuits avec qui j'ai travaillé beaucoup diraient Chinashka maintenant. Chinashka maintenant. Un immense merci à l'anthropologue Pierre Lepage, auteur de l'ouvrage Mythes et réalités sur les peuples autochtones, pour cette entrevue et pour son inlassable travail de rapprochement des peuples. L'émission Confluent est portée par l'Organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples Mission Chez Nous. Pour en savoir plus, visitez sans tarder notre site web www.missioncheznous.com. À la semaine prochaine, Catherine. À la semaine prochaine, Mathieu. Cette émission est produite par l'organisme Mission Chez Nous avec le généreux soutien financier des Oblates franciscaines de Saint-Joseph et la Fondation Lucien Labelle.